Avant de nous pencher sur le mystère du château de Brissac, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire sombre, aucun cas inexpliqué, ni aucune légende défiant toute logique. Dites-moi maintenant dans les commentaires, d'où suivez-vous cette histoire? J'aime imaginer que, tandis que ce récit se déroule, des gens dans différentes parties du monde entendent le même mystère, mais chacun le vit d'une manière différente. Le brouillard matinal semblait envelopper non seulement les champs de la Loire, mais aussi le château de Brissac lui-même. Les hautes tours de pierre, noircies par le temps et l'humidité, se dressaient comme les silhouettes d'un passé qui refusait de s'éteindre. Entre ces murs, personne n'avait trouvé le sommeil depuis des semaines, et cette nuit-là, quelque chose s'était enfin produit. Le corps de l'intendant royal fut découvert dans l'aile est, près des anciens quartiers des domestiques. Aucune trace d'effraction n'était visible. Seul le silence, une bougie encore allumée près du lit et une expression de terreur absolue figée sur le visage de la victime, comme s'il avait vu quelque chose d'inconcevable. Le protagoniste de cette histoire est Étienne Valois, un scribe envoyé par la couronne pour recenser et enquêter sur les irrégularités administratives au château. Homme méthodique, à la voix douce et à l'œil aiguisé, Étienne n'avait pas la réputation d'un combattant ou d'un enquêteur, mais celle d'un observateur précis, capable de déceler des vérités dans les détails que d'autres ignorent. Il arrive au château dans un climat de tension déjà palpable et remarque aussitôt que les habitants évitent de se regarder dans les yeux, comme si la culpabilité pouvait se lire d'un simple regard. De l'autre côté se trouve le seigneur du château, Guillaume de Brissac, un noble respecté de tous, mais auréolé de vieilles rumeurs. On dit que sa famille entretient un pacte tacite avec des secrets enfouis dans les fondations mêmes du château. Guillaume ne manifeste aucune surprise à la mort de l'intendant. Au contraire, sa réaction est froide, calculée, comme s'il s'y attendait. Le conflit principal ne découle pas seulement de cette mort mystérieuse, mais aussi du refus du château de révéler la vérité. Interrogés par Étienne, les employés répondent par de brèves phrases, le regard fuyant, les mains tremblantes. Certains nient avoir entendu quoi que ce soit cette nuit-là. D'autres disent avoir entendu des pas là où il n'aurait dû y avoir personne. Et puis il y a ceux qui refusent tout simplement de parler, comme si le silence était une forme de protection. Le premier élément du mystère apparaît lorsqu'Étienne découvre, dissimulé sous le corps de la victime, un fragment d'étoffe noire orné d'un symbole, une sorte de sceau ancien lié à des archives oubliées de la famille Brissac. Aucun des habitants n'avoue reconnaître ce symbole, mais leur réaction à sa vue laisse penser le contraire. Une peur immédiate, instinctive, presque religieuse. Entre-temps, le château semble réagir à l'enquête. Des portes auparavant ouvertes sont désormais verrouillées sans explication. Des couloirs qui devraient être vides portent des traces de poussière récentes. Et, durant la deuxième nuit de son séjour, Étienne entend de lents pas devant sa chambre, s'arrêtant précisément devant sa porte, sans que personne ne frappe, sans que personne n'entre. Guillaume de Brissac l'observe à distance, comme s'il évaluait non pas un homme, mais une variable dangereuse. Lors d'une brève rencontre dans le hall principal, il lui fait clairement comprendre qu'il ne souhaite pas de scandale. La mort, selon lui, était un accident isolé, mais sa voix ne correspond pas à ses paroles. Il y a quelque chose de trop répété, de trop contrôlé. Le château de Brissac n'est pas qu'un simple décor. Il s'impose comme une présence vivante, comme si les murs écoutaient, comme si les couloirs recelaient des souvenirs qui persistent à se manifester. Étienne commence à comprendre qu'il n'a pas seulement affaire à un meurtre, mais à toute une structure de silence bâtie au fil des générations. Et plus il enquête, plus le sentiment d'être observé s'intensifie. Et pas seulement par les vivants. L'intérieur du château de Brissac en disait plus sur ses habitants que tous les mots. Les longs couloirs, éclairés par des torches sporadiques, exhalaient une odeur persistante de pierre humide, de vieux bois et d'une autre odeur indéfinissable, comme si le temps lui-même s'y était infiltré.
Les tapisseries qui ornaient des murs, jadis éclatantes, étaient désormais délavées, représentant des scènes de chasse et des cérémonies nobles qui semblaient refléter ironiquement le silence qui régnait alors dans les lieux. Étienne Valois passa ses premiers jours à observer non seulement les événements, mais aussi leurs habitudes. Les domestiques évitaient certains couloirs après le coucher du soleil. Les gardes changeaient d'itinéraire sans explication. Et, chaque fois que le nom de la famille Brissac était prononcé à haute voix, un silence involontaire s'installait, comme si l'atmosphère s'alourdissait. Parmi les personnages secondaires, Marguerite Lefebvre se distinguait, l'une des plus anciennes servantes du château. Femme de peu de mots, les yeux fatigués et les mains marquées par le travail, elle semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître, et en disait moins qu'elle ne le devait. Interrogée par Étienne, ses réponses étaient fragmentaires, comme si chaque phrase était pesée pour ne pas franchir une limite invisible. Pourtant, elle fut la première à évoquer les « anciens vœux » prononcés par la famille Brissac, sans toutefois s'étendre sur le sujet. Un autre personnage important était Pierre Lavoisier, capitaine de la garde. Contrairement aux autres, il ne fuyait pas le regard d'Étienne, mais il ne se montra pas non plus d'une réelle coopération. Son attitude était rigide, militaire, et ses paroles soigneusement neutres. Pierre insistait sur le fait que rien d'inhabituel ne se passait au château, mais ses patrouilles nocturnes étaient plus fréquentes que nécessaire. Et ces hommes semblaient nerveux, même en silence. Guillaume de Brissac, quant à lui, maintenait une présence constante mais distante. Il se déplaçait dans le château comme s'il connaissait déjà toutes les réponses qu'Étienne cherchait, comme si l'enquête n'était qu'une mascarade tolérée. Par moments, Guillaume manifestait une étrange familiarité avec des lieux qui auraient dû être des ruines oubliées au sein même du château, comme l'ancienne chapelle souterraine, scellée des décennies auparavant après un mystérieux incendie. Le contexte historique pèse lourdement sur le récit. La France de 1477 portait encore les stigmates des conflits féodaux et des luttes de pouvoir entre familles nobles. Des châteaux comme Brissac n'étaient pas de simples résidences, mais des centres d'influence, de contrôle territorial et d'alliances politiques fragiles. Dans ce contexte, les secrets n'étaient pas l'exception. Ils étaient une question de survie. Et le silence était souvent plus précieux que la vérité. Étienne commence à comprendre que la mort de l'intendant pourrait être liée non seulement à un crime isolé, mais aussi à quelque chose d'enraciné dans les rouages mêmes du pouvoir au château. Le symbole trouvé sur le tissu noir réapparaît discrètement dans de vieux documents qu'il parvient à consulter dans la petite bibliothèque locale. Il s'agit de vagues mentions d'un serment de sang prêté par les générations précédentes de la famille Brissac, toujours empreint de langage religieux et de mise en garde contre des conséquences irréversibles. Le plus troublant cependant ne réside pas dans les documents, mais dans les réactions de son entourage. Dès qu'Étienne s'approche trop près de la vérité, l'atmosphère se transforme. Les bougies s'éteignent sans un souffle de vent. Les portes se referment sans qu'on voie de main les ouvrir. Et il y a des nuits où il se réveille avec l'impression que quelqu'un est entré dans sa chambre, simplement pour l'observer, sans rien toucher. Marguerite, dans un moment de faiblesse, laisse échapper une phrase avant de se détourner précipitamment. Le château n'accepte pas de nouvelles questions sur de vieux péchés. Après cela, elle évite tout contact direct avec lui. Pendant ce temps, Pierre Lavoisier intensifie sa surveillance d'Étienne, la justifiant en disant que l'enquête risque de perturber l'ordre naturel du château. Cette phrase, prononcée avec désinvolture, revêt un poids étrange, comme si l'ordre du lieu était quelque chose de plus que de la simple discipline ou de la routine. Guillaume finit par inviter Étienne à un dîner privé, non par hospitalité, mais pour affirmer son pouvoir. Durant le repas, le silence entre les deux hommes est plus éloquent que n'importe quelle conversation. Et derrière les politesses d'usage se cache un message clair. Certaines vérités ne doivent pas être révélées, non pas parce qu'elles sont mortes, mais parce qu'elles sont encore d'actualité. À ce stade de l'enquête, le château de Brissac cesse d'être un simple décor et devient un organisme vivant,
Un système complexe de souvenirs, de peurs et de secrets qui semble réagir à la présence d'Étienne comme à une plaie qui se rouvre. Et plus il avance, plus ce sentiment s'intensifie. Quelqu'un ou quelque chose, à l'intérieur de ce château, non seulement se souvient du passé, mais refuse de le laisser mourir. Dès sa 3e semaine au château de Brissac, Étienne Valois comprend que son enquête ne se limite plus à la simple observation. Elle commence à susciter des réactions. Et ces réactions ne sont pas entièrement humaines. Le conflit s'intensifie lorsque 2 événements surviennent la même nuit. D'abord, un jeune garde est retrouvé inconscient au pied de l'escalier principal, marmonnant des paroles incohérentes à propos de « voix sous la pierre ». Ensuite, les archives de l'ancienne administration du château disparaissent de la bibliothèque sans aucune trace d'effraction. Seules des étagères vides subsistent, comme si les livres n'avaient jamais existé. Pierre Lavoisier, de plus en plus inflexible, attribue les événements à la nervosité des domestiques et à la présence perturbatrice du scribe. Mais son explication ne convainc même pas ces hommes. Des fissures apparaissent dans la discipline de la garde. De petits signes de méfiance commencent à se manifester parmi eux, comme si quelque chose rongeait la hiérarchie de l'intérieur. Étienne, quant à lui, s'engage sur une piste plus risquée, les passages souterrains du château. Après l'insistance silencieuse de Marguerite Lefebvre, qui lui remet une clé rouillée sans explication, il accède à d'anciens couloirs partiellement condamnés où l'air est plus froid et l'acoustique semble altérée. Chaque pas résonne de façon incohérente, comme si le château lui-même lui répondait. Plus bas, il découvre d'anciennes marques sur les murs. Ce ne sont pas de simples inscriptions religieuses ou décoratives. Ce sont des symboles répétés, gravés dans la pierre, avec une précision chirurgicale. Toujours le même sceau fragmenté trouvé sur le tissu près du corps de l'intendant. Mais à présent, il apparaît à une échelle plus grande, comme s'il faisait partie intégrante de la structure même du château. Pendant ce temps, Guillaume de Brissac cesse de feindre la neutralité. Il commence à s'immiscer directement dans l'enquête. Des documents sont rassemblés pour examen. Les domestiques trop bavards sont mutés dans des zones éloignées du château. Et des rumeurs commencent à circuler parmi les employés. Celui qui enquête trop ne reste pas longtemps à Brissac. Le conflit, au-delà de l'enquête, prend une tournure psychologique. Étienne commence à remarquer des comportements récurrents chez les résidents les plus âgés. Certains évitent les miroirs dans certains couloirs. D'autres n'entrent jamais dans la chapelle, même en journée. Et il y a ceux qui semblent prier non par foi, mais par habitude et par retenue, comme si la prière les protégeait de quelque chose. Lors d'une de ces explorations nocturnes, Étienne surprend une conversation entre 2 domestiques qui ignorent être observés. Ils parlent du retour du dossier incomplet et de l'erreur qui est de nouveau remise en question. Le contexte est flou, mais la peur est palpable. Une peur ancestrale, transmise de génération en génération. Pierre Lavoisier, constatant la dégradation de l'ordre interne, décide d'affronter Étienne directement. La rencontre ne prend pas la forme d'une menace ouverte, mais celle d'un avertissement calculé. Pierre affirme qu'il y a au château des choses qui n'ont pas leur place dans le monde des enquêtes administratives, des choses qui ne devraient pas être consignées dans des rapports. Sa voix ne tremble pas, mais son regard évite de s'attarder trop longtemps sur un point précis de la pièce, comme s'il craignait que même l'air puisse les entendre. Cette même nuit, Étienne découvre quelque chose de nouveau dans le sous-sol. Un mur récemment scellé avec un mortier différent des autres. En touchant sa surface, il s'aperçoit qu'elle est encore humide, comme si elle avait été scellée quelques jours, voire quelques heures auparavant. De l'autre côté, un bruit sourd et continu, impossible à localiser, se fait entendre. Ce n'est ni le vent ni l'eau. C'est comme une respiration irrégulière. À son retour dans ses appartements, il découvre son bureau sans dessus-dessous. Aucun signe de vol, juste un réarrangement. Ses propres documents ont été soigneusement repositionnés, comme si quelqu'un les avait lus, puis remis en place dans le but délibéré de prouver leur présence. Guillaume l'attend dans le couloir ce soir-là. Il n'y a pas de témoin.
Le seigneur du château prend la parole pour la première fois. Ce qu'Étienne cherche n'est pas une simple vérité, mais une structure construite pour être incompréhensible hors de son contexte. Il ne renie pas le passé. Il suggère simplement que certaines histoires n'ont plus leur place dans le présent. Le conflit prend une tournure dramatique lorsque Marguerite disparaît après avoir tenté de parler à nouveau à Étienne. On ne retrouve ni son corps, ni aucune trace de fuite. Seul son lit encore chaud et un linge plié sur la chaise, orné du même symbole tracé au fusain. Étienne n'est plus un simple observateur. Il devient un acteur d'un système de silence qui réagit à sa présence. Chaque réponse qu'il trouve engendre deux nouvelles questions. Chaque découverte semble remodeler le château lui-même. Et le plus troublant, il commence à avoir l'impression que le château ne cache pas le crime de l'intendant, mais plutôt protéger quelque chose de bien plus ancien que lui. Avec la disparition de Marguerite Lefebvre, le château de Brissac cesse d'apparaître comme un simple lieu d'enquête et commence à fonctionner comme un réseau de petites histoires parallèles qui s'entrecroisent de manière troublante, convergeant toutes vers un même noyau de silence. La première intrigue secondaire se joue parmi les domestiques eux-mêmes. L'absence de Marguerite engendre non seulement de la tristesse, mais aussi une adaptation collective immédiate, comme si chacun savait précisément comment combler le vide laissé par son absence, sans même un mot. Personne ne demande où elle est, personne ne suggère de la chercher. Seule une substitution progressive des tâches s'opère, comme si le souvenir de la servante s'effaçait par commodité, ou par une imposition invisible. Étienne perçoit cela avec une inquiétude croissante. Il commence à remarquer que les noms disparaissent aussi facilement que les documents. On ne parle plus des gens après certains événements, comme si le langage du château avait été soigneusement filtré au fil des ans pour éliminer tout ce qui pourrait assurer la continuité des souvenirs. La seconde intrigue concerne Pierre Lavoisier et son instabilité stratégique croissante. Le capitaine de la garde commence à réunir ses hommes à des heures irrégulières, toujours dans des lieux différents du château. Aucun compte rendu officiel de ces réunions n'existe. Certains soldats hésitent à y participer, mais ils obéissent. Lors d'une de ces réunions, on voit un garde quitter la séance dans un silence absolu, les mains tremblantes, refusant de répondre aux questions d'Étienne. Il se contente de répéter « On n'en parle pas en dehors du cercle ». Ce cercle ajoute une nouvelle dimension au mystère. Non pas une organisation formelle, mais une sorte de pacte informel entre certains membres de la garde et des employés de longue date. Un système parallèle de silence actif qui semble avoir pour but de dissimuler quelque chose, et même de le maintenir fonctionnel au sein même du château. La troisième intrigue se déroule à travers les archives restantes de la bibliothèque. Même après la disparition des documents, Étienne découvre des fragments épars, des pages partiellement brûlées et des registres incomplets qui relatent une série d'événements anciens, connus uniquement sous le nom de récits. Chaque récit semble lié à des moments où le château a connu des changements de propriétaire ou des crises internes. Et un schéma se répète invariablement. Après chaque récit, une personne importante disparaît des archives officielles, non pas par un décès enregistré, mais par une suppression documentaire complète. Ces fragments suggèrent quelque chose d'inquiétant. L'histoire du château de Brissac n'est pas linéaire. Elle est périodiquement réécrite, non pas symboliquement, mais littéralement, comme si quelqu'un ou quelque chose réarrangeait sans cesse les faits pour préserver une version fonctionnelle de la réalité entre ses murs. Pendant ce temps, Guillaume de Brissac s'implique davantage dans le maintien de cet ordre. Il commence à circuler dans le château à des heures imprévisibles, interrompant systématiquement les conversations avant qu'elles ne dégénèrent. Sa présence n'est pas violente, mais elle est incontestable. Lorsqu'il entre dans une pièce, on se tait. Non par peur manifeste, mais par un réflexe conditionné, presque rituel. Lors d'une conversation privée avec Étienne, Guillaume évoque un point qui bouleverse la perception du conflit. Il suggère que le château ne cache pas les secrets, mais qu'il en organise différentes versions. Selon lui, certaines vérités ne peuvent exister sans structure, et cette structure requiert des corrections périodiques, non pas comme une punition, mais comme un entretien.
Cette idée, bien que vague, introduit une complexité encore plus grande. La possibilité que l'assassinat de l'intendant ne soit pas un événement isolé, mais fasse partie d'un processus récurrent au sein de la logique du château. La pression du temps s'intensifie. Étienne commence à remarquer que certains événements se répètent avec de légères variations. Les heures d'allumage des bougies, les rondes, même certains bruits dans les couloirs. Comme si le château était pris au piège de cycles discrets de réorganisation, ajustant son propre récit interne pour éviter tout effondrement de cohérence. Par une nuit particulièrement tendue, Étienne suit un faible bruit provenant de la zone souterraine bouclée. Ce qu'il découvre n'est pas un nouvel indice, mais une confirmation troublante. Des marques récentes au sol indiquent que quelqu'un était là avant lui, rangeant les lieux, effaçant les traces, nivelant le sol comme si de rien n'était. À son retour, il trouve Pierre Lavoisier qui l'attend dans le couloir. Cette fois, le capitaine ne le menace ni ne discute. Il se contente d'observer et de prononcer une simple phrase. Il y a des choses qui ne survivent pas à ce qu'on en parle sans cesse. Cette phrase n'est pas une explication mais un avertissement. La complexité de l'affaire dépasse désormais le simple meurtre initial. Le conflit ne porte plus sur la découverte de l'assassin du maire, mais sur la compréhension de la manière dont un système entier parvient à réécrire sa propre réalité sans altérer les apparences de normalité. Et plus Étienne tente de fixer la vérité dans quelque chose de concret, plus le château semble réorganiser les pièces du puzzle autour de lui, comme si l'enquête elle-même n'était qu'une autre version en cours. La nuit où tout a basculé n'a commencé ni par des cris, ni par du sang, ni par aucun signe évident de rupture. Elle a commencé par quelque chose de bien plus dangereux dans ce château, un silence absolu. Aucune bougie ne vacillait. Aucun garde ne patrouillait dans les couloirs principaux. Même les bruits habituels, des pas lointains, le grincement de vieilles portes, le bruissement du vent à travers les fissures, avaient disparu, comme si le château de Brissac avait été suspendu hors du monde pendant quelques heures. Étienne Valois s'en rendit compte lorsqu'il se réveilla sans raison apparente. Pas de cauchemar, pas d'interruption, juste la sensation que quelque chose avait disparu de son environnement, comme si la réalité avait perdu une couche. En quittant sa chambre, il trouva les couloirs étrangement vides, non pas par absence de personne, mais par absence d'intention. Même les objets semblaient déplacés, dans des positions qui ne correspondaient pas à ses souvenirs de la nuit précédente. C'est alors qu'il rencontra Pierre Lavoisier. Le capitaine de la garde était seul dans le hall inférieur, agenouillé devant la grande table de pierre où l'on conservait habituellement les archives. Mais il n'y avait rien. Juste un espace vide, comme si tout avait été récemment retiré avec le plus grand soin. Pierre ne réagit pas immédiatement à la présence d'Étienne. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix n'avait plus l'autorité militaire. Elle était brisée, comme celle de quelqu'un qui ne croyait plus en ses propres paroles. « Ils l'ont réécrit encore », a-t-il dit. Avant qu'Étienne puisse demander ce que cela signifiait dans ce contexte précis, un son résonna des profondeurs du château. Ce n'était pas un impact, ce n'était pas une chute. C'était quelque chose de plus structuré, comme des pages tournées en masse, mais sans papier. Pierre se leva brusquement et, pour la première fois depuis son arrivée au château, laissa transparaître une peur véritable. Une peur non dirigée contre une personne, mais contre le lieu lui-même. « Vous n'auriez pas dû aller aussi loin », dit-il à Étienne. « Aucun greffier ne devrait consciemment aller jusqu'au 4e recomptage. » Le mot « récit » n'était plus une hypothèse documentaire, mais un événement réel, physique, presque rituel. Et puis vint le tournant. Les portes du hall se refermèrent d'elles-mêmes, non pas violemment, mais avec une précision absolue, comme obéissant à un ordre silencieux. Les torches s'éteignirent au même instant, sans fumée, sans résistance au feu, et un instant, Étienne vit l'impossible. Les ombres sur le sol s'animèrent, avant même que les lumières ne disparaissent complètement. Dans la pénombre, une nouvelle silhouette émergea entre les colonnes, Guillaume de Brissac. Mais quelque chose clochait, non pas dans son apparence physique, mais dans la façon dont il occupait l'espace. C'était comme s'il était plus intégré au château qu'auparavant,
comme s'il n'était plus seulement un habitant, mais une partie intégrante de sa structure. Il ne regarda pas Pierre, il ne regarda pas Étienne immédiatement. Son regard semblait fixé sur quelque chose au-delà de la réalité visible. « Tu as ouvert une couche qu'il n'aurait pas fallu toucher », dit Guillaume calmement. Puis, la révélation eut lieu. Guillaume n'était pas seulement le seigneur du château. Il était le résultat du dernier recomptage. Pierre Lavoisier recula d'un pas, comme si cette information avait un poids tangible. Et pour la première fois, il perdit complètement la maîtrise de sa posture militaire. Guillaume a poursuivi. Le château ne permet pas une continuité absolue. Quand trop de vérité s'accumule, il faut la réorganiser, sinon tout s'écroule. À cet instant, Étienne comprit quelque chose qui fit s'effondrer toute l'enquête depuis le début. Le meurtre du maire n'était pas un événement isolé, c'était un mécanisme, un déclencheur de réorganisation. Le symbole sur le tissu noir n'était pas une marque de crime, c'était une signature de procédure judiciaire. Et Marguerite, elle n'avait pas disparu. Elle avait simplement été retirée de la version actuelle de l'histoire. Pierre, sous le choc, tenta d'interrompre la conversation, mais Guillaume leva à peine la main. Et Pierre s'arrêta, non par soumission, mais parce que son corps ne réagissait plus comme avant, comme si quelque chose en lui avait été réglé. Guillaume s'adressa ensuite directement à Étienne. « Vous n'auriez pas dû lire autant. Les greffiers sont là pour consigner les versions, pas pour comparer les calques. » Le mot « couche » conférait une dimension physique à l'atmosphère. L'air semblait plus lourd, les murs paraissaient plus proches. Et alors, le château révéla sa véritable nature pendant un instant. Il n'y avait pas que de la pierre. Il y avait quelque chose en dessous. Des structures superposées. Des traces non pas écrites sur le papier, mais dans la répétition de l'espace, des comportements et des souvenirs. La réalité à Brissac n'était pas continue. Il était modifiable. Guillaume expliqua sans émotion. Le dernier décompte était partiellement inexact. Certains souvenirs sont restés flous. Vous avez été impliqué dans le processus trop tôt. Cela n'aurait pas dû se produire. Le silence revint, mais il était différent. Ce n'était plus l'absence, c'était l'attente. Étienne s'est rendu compte qu'il n'enquêtait plus sur une affaire ancienne. Il se trouvait à l'intérieur d'un système en fonctionnement. Et c'était lui la variable qui était hors de contrôle. Avant qu'il puisse réagir, le sol sous ses pieds vibra légèrement. Non pas comme un tremblement de terre, mais comme un réajustement structurel, comme si le château se réorganisait de l'intérieur. Guillaume le regarda droit dans les yeux pour la première fois, et il a dit « Maintenant, nous devons décider quoi faire de vous avant le prochain recomptage. » Le point de basculement était atteint, l'enquête était terminée, et le processus de réécriture avait recommencé, avec Étienne au cœur de celui-ci. Suite à la révélation du récit, le château de Brissac cessa d'être un lieu d'investigation et se mit à fonctionner comme un système en perpétuelle réaction. Rien n'y demeurait stable. Chaque action semblait engendrer un réajustement immédiat, comme si l'espace lui-même tentait de corriger la présence d'Étienne Valois. Après la confrontation dans le réfectoire inférieur, Guillaume de Brissac disparut des couloirs principaux pendant plusieurs heures. Aucun signe de fuite, aucun mouvement habituel. C'était comme si le château avait simplement retiré sa présence à un autre niveau de sa structure. Pierre Lavoisier, en revanche, fut retrouvé au même endroit, assis dans un silence absolu, répétant des phrases décousues sur l'ordre précédent et la mémoire incompatible. Son autorité s'était effondrée. La première conséquence directe fut la réorganisation de la garde. Les soldats, qui auparavant obéissaient à des ordres clairs, commencèrent à agir avec hésitation, comme s'ils recevaient des instructions contradictoires. Certains refusaient d'emprunter certains couloirs, d'autres changeaient de quart, sans autorisation officielle. La hiérarchie militaire, qui avait jusqu'alors assuré le bon fonctionnement du château, commença à se désagréger, laissant place à de petits actes de désorientation. Étienne comprit que sa simple présence déclenchait désormais une réaction en chaîne. Les domestiques évitaient de croiser son chemin. Les conversations s'interrompaient à son approche. Non par peur ordinaire,
mais par une sorte de dissonance, comme si son existence ne correspondait plus à la réalité du château. Dans les documents restants auxquels il a pu accéder, de nouvelles incohérences sont apparues. Des noms auparavant confirmés étaient désormais barrés ou remplacés. Des dates variaient subtilement d'une page à l'autre. Un même événement historique était décrit différemment selon le document consulté, sans logique apparente. C'était comme si le passé lui-même était réécrit en temps réel. L'absence de Marguerite Lefebvre commença elle aussi à produire des effets inattendus. D'autres domestiques prirent ses fonctions, sans toutefois se souvenir précisément de l'avoir connue. Interrogés, certains hésitaient quelques secondes avant de répondre, comme s'ils tentaient de retrouver un souvenir qui leur échappait sans cesse. La seconde conséquence fut plus profonde. Le château commença à réagir activement à l'enquête d'Étienne. Les couloirs qu'il avait déjà empruntés commencèrent à se réorganiser. Des portes qui menaient autrefois à certains endroits en menaient désormais à d'autres. Des escaliers s'arrêtaient devant des murs qui n'existaient pas la veille. Il n'y avait ni illusion ni confusion visuelle. Il s'agissait d'une véritable modification structurelle, comme si le château réinventait son propre intérieur. Lors d'un de ses travaux, Étienne tenta de retourner au passage souterrain où il avait trouvé les anciennes marques. Le chemin, cependant, n'existait plus. L'accès avait été réparé, scellé par des pierres récentes ne portant aucune trace de construction antérieure. En appuyant sur la surface, il ne trouva aucune trace d'une ancienne ouverture, comme si ce passage n'avait jamais été emprunté. Pierre Lavoisier réapparut brièvement durant cette période d'instabilité. Son attitude avait radicalement changé. Plus d'autorité ni de résistance, seulement une lourde résignation. Il confia à Étienne que le château ne réagissait pas à la vérité, mais à sa continuité. Selon lui, lorsqu'une version de la réalité devient trop instable, elle est remplacée par une autre, capable de se maintenir. Cette idée a engendré une conséquence plus inquiétante encore. Non seulement il y a eu dissimulation de faits, mais aussi un remplacement systématique de versions entières du fonctionnement interne du château. Guillaume, quant à lui, revint à l'improviste, comme s'il n'avait jamais été absent. Il ne manifesta ni urgence, ni agressivité, seulement la continuité. En sa présence, le château semblait plus stable, mais d'une stabilité artificielle, comme un objet figé dans le temps. Il expliqua à Étienne que les conséquences du quatrième récit s'accumulaient dangereusement. Des souvenirs extérieurs se mêlaient aux versions internes. De ce fait, la structure du château perdait en cohérence. « Quand cela arrive, a déclaré Guillaume, on ne corrige pas les personnes. On corrige le contexte. » Cette phrase eut un effet immédiat sur l'ambiance dans la pièce. Après son départ, 2 domestiques ignoraient tout simplement l'existence de couloirs entiers. L'un d'eux prétendit n'avoir jamais vu un escalier qu'Étienne avait pourtant emprunté quelques minutes auparavant. La conséquence la plus grave, cependant, fut intérieure pour Étienne. Il commença à douter non seulement du château, mais aussi de la fiabilité de sa propre perception. Les archives dont il se souvenait clairement semblaient avoir disparu. Les événements dont il avait été témoin ne trouvaient aucune confirmation extérieure. La frontière entre observation et réalité commença à s'estomper. Puis vint l'effet final de cette phase. Pendant la nuit, Étienne découvrit que sa propre entrée officielle avait été modifiée dans son journal d'enquête. Une phrase a été remplacée, non supprimée, remplacée de sa propre main. La phrase originale disait « Le château dissimule un meurtre ancien ». La nouvelle version indiquait « Le château conserve les versions nécessaires ». À ce moment-là, il comprit qu'il n'était pas simplement en train d'étudier un système instable. Cela faisait déjà partie de la version que le système tentait de stabiliser. Et toute réaction de votre part s'inscrit dans le processus de correction. Dès l'instant où Étienne Valois comprit que même ses propres archives pouvaient être réécrites, quelque chose changea en lui. Ce ne fut ni une révélation héroïque, ni une décision dramatique immédiate, mais une réorganisation silencieuse de sa façon d'appréhender le monde. Au château de Brissac, se fier uniquement à sa mémoire ne suffisait plus. Il lui fallait apprendre à survivre sans elle.
Les premières heures de cette nouvelle phase furent marquées par une prudence accrue. Étienne cessa immédiatement de tout consigner. Il commença plutôt à observer les schémas récurrents, des moments où le château semblait plus cohérent, des couloirs qui restaient stables plus longtemps et des personnes dont l'apparence restait inchangée plus longtemps que celle des autres. Il commença à considérer l'environnement comme un système vivant et non plus comme une structure figée. Ce changement d'attitude eut un effet immédiat. Là où régnait auparavant la confusion, une interprétation indirecte de la réalité commençait à émerger. Il ne se fiait plus à ce qu'il voyait isolément, mais plutôt à la répétition de ce qui demeurait constant au fil du temps. Cela lui permit d'identifier un élément important. Il existait au sein du château des zones de stabilité, des zones moins affectées par les récits. L'une d'elles était l'ancienne aile des archives secondaires, un espace oublié même par l'administration actuelle. Là, les documents portaient moins de traces d'altération, comme si le processus de réécriture avait eu du mal à atteindre certaines strates du bâtiment. C'est dans ce contexte qu'Étienne a commencé à reconstituer des fragments d'informations sans se fier exclusivement à sa mémoire ni aux documents principaux. Parallèlement, son comportement commença lui aussi à changer. Il cessa de réagir avec une surprise immédiate aux transformations du château. Lorsqu'un couloir changeait d'emplacement, il ne s'interrogeait plus sur le pourquoi, mais observait le comment. Lorsque des noms disparaissaient, il ne s'obstinait pas à les retrouver, mais analysait le schéma de leur disparition. Ce changement n'était pas une acceptation passive, mais une adaptation stratégique. Pierre Lavoisier, désormais complètement déstabilisé dans son rôle, devint une figure secondaire dans cette nouvelle dynamique. Il n'agissait plus comme un rempart actif, mais comme un homme pris entre deux versions de son propre rôle. Lors d'une brève rencontre avec Étienne, il admit ne plus savoir quelle version du château était l'original. Ce doute pour lui était plus dangereux que n'importe quelle menace physique. Guillaume de Brissac observa attentivement cette transformation. Au lieu de chercher à entraver directement la progression d'Étienne, il commença à interagir avec lui de manière plus subtile, presque pédagogique. Lors d'une conversation, il expliqua que le château ne s'opposait pas au changement en soi, mais à une instabilité prolongée. Selon lui, toute structure a besoin de cohérence pour continuer d'exister, même si cette cohérence ne correspond pas à la vérité absolue. Cette déclaration marqua un tournant décisif dans l'évolution d'Étienne. Pour la première fois, il comprit que le conflit n'opposait pas la vérité au mensonge, mais la stabilité à la perturbation. Cela le contraignit à abandonner l'idée initiale d'une enquête traditionnelle. Il ne s'agissait plus de résoudre un crime de manière linéaire, mais de comprendre un système selon ses propres règles. Physiquement, le château réagit également à son nouveau comportement. Les changements environnementaux s'atténuent en sa présence. Les couloirs restent stables plus longtemps lorsqu'il les traverse d'un pas calme. Les portes s'immobilisent instantanément dès qu'il adopte une posture d'observation continue. C'est comme si le système réagissait mieux à la prévisibilité de l'observateur. Cependant, cette adaptation eut un prix. Plus il s'acclimatait au fonctionnement du château, plus il lui devenait difficile de se souvenir de la version initiale de l'enquête. Le meurtre de l'intendante, Marguerite Lefebvre, les documents originaux, tout cela commença à perdre de sa force émotionnelle. Cela ne disparut pas complètement, mais ces éléments cessèrent d'occuper le centre de ses préoccupations. À un moment crucial de cette phase, Étienne découvrit une pièce qui semblait insensible aux récits successifs. Au centre, une table portait des marques anciennes et de multiples couches d'écriture, effacées et réécrites sur la même surface. C'était comme si ce lieu avait servi à maintes reprises au début et à la fin de versions antérieures d'une même réalité. Là, il comprit quelque chose de fondamental. Le château ne se contentait pas de réécrire l'histoire. Il formait aussi ses propres observateurs à devenir compatibles avec cette réécriture. Cette prise de conscience marqua sa véritable transformation. Il cessa d'être un simple intrus cherchant à percer des secrets et commença à agir comme quelqu'un qui comprenait partiellement les règles du système, même s'il ne les approuvait pas. Guillaume,
L'observant de loin, fit une dernière remarque avant de s'éloigner à nouveau. « Vous n'êtes plus en dehors du décompte, vous en êtes dedans avec une conscience partielle. » Et c'était plus dangereux que n'importe quelle ignorance. Car désormais, Étienne avait besoin de plus que simplement survivre dans le château. Il devait survivre au processus même d'adaptation. Le château de Brissac ne se comportait plus comme un lieu partagé entre passé et présent. Il était devenu une structure en perpétuelle transition, mais avec un objectif de plus en plus perceptible: réduire l'instabilité avant le prochain récit. Et cette fois, Étienne Valois n'était plus un observateur extérieur de ce processus. Il y prenait part. Les intrigues secondaires ont commencé à se mettre en place discrètement, presque chirurgicalement. Le premier groupe à se dissoudre fut la Garde. Les hommes de Pierre Lavoisier, auparavant divisés par le doute et la désobéissance, commencèrent à agir avec une discipline étrangement uniforme. Il ne s'agissait pas d'une loyauté retrouvée, mais d'une standardisation des comportements. Ils ne se disputaient plus, ils n'hésitaient plus. Ils exécutaient simplement des routines avec une précision mécanique, comme si un nouvel ordre s'était imposé à leur conscience. Pierre, quant à lui, cessa de résister. Sa dernière action apparente fut de conseiller discrètement Étienne sur les domaines qu'il ne fallait plus fréquenter. Mais ses paroles n'avaient plus la force d'un ordre. Elles ressemblaient davantage aux instructions de quelqu'un qui acceptait un rôle prédéfini. L'intrigue secondaire concernant les domestiques fut elle aussi absorbée par le système. Les lacunes laissées par les disparitions précédentes furent comblées sans hésitation. Marguerite Lefebvre, par exemple, n'était plus mentionnée, pas même comme une absence. Son rôle dans l'histoire du château avait été entièrement remplacé par une version fonctionnelle, une servante générique dont les caractéristiques ne suscitaient aucun souvenir. Son nom d'origine avait été effacé non seulement des archives, mais aussi du langage courant. Même les fragments de vieux dossiers qu'Étienne avait rassemblés commencèrent à se désintégrer. Certaines pages qu'il avait auparavant séparées contenaient désormais des informations différentes. D'autres, tout simplement, ne s'inscrivaient plus dans aucune chronologie cohérente. C'était comme si le château refermait ses brèches avant le cycle suivant. Dans ce contexte, une seule chose restait constante: l'approche inévitable du décompte final de cette phase. Guillaume de Brissac se fit plus présent, mais paradoxalement moins intrusif. Il n'intervenait pas directement dans les actions d'Étienne, mais apparaissait à des points stratégiques du château, comme pour vérifier le bon déroulement d'un processus en cours. Son attitude indiquait que le système était presque prêt pour la transition. Au cours d'une conversation cruciale, Guillaume a révélé ce qui semblait être la préparation finale. Il a déclaré que l'instabilité accumulée avait atteint un niveau acceptable pour clore le cycle. Le prochain décompte ne serait pas une simple correction partielle, mais une réorganisation complète des strates internes. Cette fois-ci, a-t-il déclaré, le château ne se contentera pas d'adapter les versions. Il consolidera un récit unique et cohérent. Cette phrase eut un impact direct sur Étienne. Pour la première fois, il comprit qu'il n'existait pas de vérité multiple coexistant indéfiniment. La divergence avait une limite structurelle, et cette limite était sur le point d'être atteinte. Les préparatifs du dénouement commencèrent à se manifester dans l'environnement physique lui-même. Les couloirs s'alignèrent de façon plus prévisible. Les portes cessèrent de changer de position aléatoirement. Même les bruits intérieurs, pas vent, craquement de bois, commencèrent à suivre des schémas répétitifs. Le château réduisait les variables. Mais cette stabilisation n'a pas apporté la sécurité. Elle a apporté la compression. Plus l'environnement s'organisait, plus il devenait évident que quelque chose était poussé en dehors de la structure acceptable. Étienne s'en rendit compte en retournant dans la salle des archives centrales. Le vieux bureau, jadis couvert de couches d'écriture superposées, ne présentait plus qu'une version active des documents. Les autres avaient complètement disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'était un nettoyage, non un choix. Pierre Lavoisier trouva Étienne à cette dernière étape de sa préparation. Son expression était plus calme, mais aussi plus vide. Il dit quelque chose qui semblait s'adresser non seulement au scribe, mais aussi au lieu lui-même.
Lorsque la prochaine version sera lancée, il n'y aura plus de place pour les rappels intermédiaires. Cela signifiait que toute conscience d'interversion, comme celle d'Étienne maintenant, serait éliminée ou réintégrée. Le point culminant approchait, non pas comme une explosion, mais comme une conclusion. La nuit précédant le décompte, le château sombra dans un silence absolu. Aucun bruit extérieur, aucun mouvement intérieur spontané. Même les serviteurs restèrent immobiles, figés dans leur position, comme s'ils attendaient des instructions invisibles. Guillaume apparut une dernière fois avant la transition. Il ne parla ni de contrôle, ni d'ordre. Il se contenta d'observer Étienne d'un air non hostile, mais fonctionnel. « Vous avez suffisamment compris pour être inclus », a-t-il dit. Il vous faut maintenant décider si vous souhaitez poursuivre votre activité ou la relancer. Il s'agissait là de la véritable préparation finale, non pas entraver le processus, mais définir son rôle au sein de celui-ci. Le château de Brissac ne se préparait plus pour un événement. Il se préparait à une réinitialisation complète de sa propre version de la réalité. Et Étienne, conscient de cela, comprit qu'il n'y avait plus de position neutre. Choisissez uniquement à l'intérieur du cycle. Le décompte commença sans annonce, sans signe distinctif, juste un changement dans la façon dont le château de Brissac existait. Aucun tremblement, aucun bruit. Ce qui se produisit fut plus troublant encore. L'impression que la réalité s'était suspendue un instant pour se réorganiser. Étienne Valois le remarqua d'abord dans les détails les plus simples. Les ombres ne suivaient plus la direction de la lumière. Les couloirs, stables la nuit précédente, présentaient désormais de légères distorsions de continuité, comme si deux versions d'un même espace tentaient d'occuper le même lieu au même moment. Il marchait dans le couloir central lorsqu'il croisa Pierre Lavoisier pour la dernière fois tel qu'il le connaissait. Le capitaine de la garde resta immobile, fixant un mur blanc. Mais le mur n'était pas blanc pour lui. Son regard suivait quelque chose d'invisible, comme s'il lisait un ordre écrit directement dans l'air. Quand il parla, sa voix semblait transpercer différentes couches de compréhension. La consolidation a commencé. Avant qu'Étienne n'ait pu répondre, les soldats commencèrent à apparaître dans les couloirs, non pas au pas, mais se déplaçant machinalement, comme des pièces qu'on repositionne. Aucun ne parla. Aucun n'hésita. Leurs visages étaient trop calmes, trop vides. Ils n'étaient plus des individus à part entière, ils étaient des fonctions en action. Guillaume de Brissac apparut dans le grand hall comme s'il y avait toujours été. Mais sa présence était désormais différente. Il ne semblait plus simplement intégré au château. Il semblait être le point de convergence de toutes les versions précédentes. « Le processus ne peut pas échouer cette fois-ci », a-t-il déclaré calmement. Les instabilités ont été suffisamment réduites. Étienne comprit alors le véritable mécanisme du décompte final. Il ne s'agissait pas seulement de corriger des enregistrements. Il s'agissait de l'élimination de toute conscience rappelant les versions précédentes. Les murs commencèrent à se transformer lentement, non pas par une métamorphose soudaine, mais par un remplacement structurel. Les vieilles pierres furent corrigées par de nouvelles versions d'elles-mêmes. Les couloirs se raccourcirent ou s'allongèrent au gré des observations. Le château redéfinissait sa géométrie en temps réel. Et puis vint la révélation finale, le point de rupture absolu. Étienne n'était pas un intrus dans le système. Il s'agissait d'un défaut antérieur qui n'avait pas été complètement corrigé. Version incomplète d'un greffier qui avait survécu à un précédent recomptage sans être pleinement réintégré. Cela expliquait pourquoi il était capable de percevoir les différentes strates, les incohérences et les réécritures. Il n'enquêtait pas sur le système, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Guillaume l'a confirmé sans émotion. Tu n'es pas entré dans le château en tant qu'élément nouveau. Tu as été réactivé en tant qu'ancienne erreur. Le château commença à isoler ces zones instables. Les portes se scellèrent d'elles-mêmes. Les couloirs furent remplacés par des versions plus cohérentes. Les zones de stabilité où Étienne avait trouvé refuge commencèrent à disparaître les premières, comme si le système corrigeait ses propres exceptions. Pierre Lavoisier fut le premier à être pleinement réintégré.
Son corps ne disparut pas. Il perdit simplement son histoire individuelle. Il devint un membre de la garde, sans identité, sans mémoire propre, une simple fonction répétée. La même chose s'est produite avec les domestiques. Le château éliminait tout ce qui ne correspondait pas à la version finale. Étienne se précipita vers la salle des archives centrales, mais celle-ci était déjà en cours de réécriture lorsqu'il la traversa. L'ancienne table, où tant de versions avaient coexisté, n'était plus qu'une surface lisse, sans aucune trace des strates précédentes. Et puis, il vit Marguerite. Non pas en tant que personne, mais en tant qu'erreur résiduelle dans la mémoire. Elle n'était pas vivante, ni physiquement présente. Elle existait comme un fragment de mémoire instable, luttant pour ne pas s'effacer. Son image apparaissait et disparaissait aux confins du champ de vision d'Étienne, comme si le château hésitait encore à reconnaître son existence. « Tu te souviens encore de trop de choses », dit une voix, pas celle de Guillaume, mais celle du système. Le château a entamé la consolidation de l'étape finale, la version unique. Guillaume proposa alors le choix final, mais non pas comme une liberté, mais comme une fonction. Vous pouvez être totalement intégré, ou vous pouvez être éliminé en tant qu'incohérence persistante. La structure environnante commença à se refermer. Les murs se rapprochèrent, pas seulement physiquement, mais aussi narrativement. La réalité réduisait progressivement les possibilités jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule option acceptable. Étienne comprit que lutter contre le château serait inutile. Il n'y avait pas d'ennemi physique. Seule la logique était en action. Mais il réalisa aussi quelque chose de plus profond. S'il acceptait l'intégration complète, le récit deviendrait parfait, et tout ce qui avait été découvert cesserait d'exister, y compris la vérité. Puis il a fait quelque chose d'inattendu, compte tenu de la logique du système. Il cessa de résister, et il commença à se souvenir activement de toutes les versions, en même temps. Chaque couloir modifié, chaque document effacé, chaque personne supprimée, chaque réécriture perçue. Il n'a pas organisé ses souvenirs, il les a maintenus en conflit direct. Le château commença pour la première fois à réagir de manière instable et visible. Les murs oscillaient. Les versions ont commencé à s'affronter. Guillaume a finalement manifesté quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Cela n'est pas autorisé dans le cadre de la consolidation. Mais il était trop tard. Étienne n'était plus seulement à l'intérieur du système. Il imposait la coexistence de versions incompatibles. Le château était surchargé, et au moment où le décompte final aurait dû se stabiliser, elle a échoué. Il n'y a eu aucune destruction, il y a eu une suspension. Toutes les versions existaient simultanément, instables et se chevauchant. Le château de Brissac n'est plus une entité unique et cohérente. Et c'est devenu une erreur récurrente. Au milieu de cet effondrement structurel, Guillaume a disparu, non pas par une mort, mais par une perte de fonction au sein d'un système incapable de décider de sa propre forme finale. Étienne resta consciente, au cœur de l'instabilité. Et pour la première fois, le château ne savait pas comment se réorganiser. Le point culminant ne fut pas une victoire, c'était une interruption, un défaut persistant dans la logique du recomptage. Et tout est resté en suspens entre les versions. Le château de Brissac ne retrouva pas son état d'avant le récit. Il ne demeura pas non plus exactement dans l'état de ruine qui suivit le point culminant. Il en résulta quelque chose d'intermédiaire. Une structure fragmentée où différentes versions de la réalité coexistaient sans parvenir à s'éliminer complètement les unes les autres. Les couloirs n'obéissaient plus à aucune logique. Tantôt ils reprenaient leurs anciens chemins familiers, tantôt ils semblaient reconstruits de façon incomplète, comme des souvenirs mal retranscrits d'eux-mêmes. Les portes menaient à des lieux qui changeaient selon qui les franchissait. Et le silence, jadis absolu, était désormais intermittent, comme si le château lui-même hésitait entre deux existences. Étienne Valois demeurait au cœur de cette instabilité, mais il n'était plus possible de le définir précisément dans une seule version. Parfois, les rares consciences encore fonctionnelles du château le reconnaissaient comme le scribe originel. À d'autres moments, il était considéré comme une anomalie structurelle persistante, et il y avait des instants où il était tout simplement invisible,
comme s'il avait été temporairement retiré du récit en cours. Pierre Lavoisier ne retrouva jamais son existence en tant qu'individu à part entière. Sa présence se fondit dans les schémas répétitifs de la garde, désormais fragmentés entre différentes formes de discipline et de désordre. Dans certains couloirs, on pouvait encore reconnaître sa posture, mais sans identité fixe, seulement comme un écho fonctionnel de l'autorité. Guillaume de Brissac a disparu en tant que figure centrale. Il n'y a eu ni mort, ni remplacement. Il a simplement cessé d'occuper un point d'ancrage stable dans la structure. Par moments, sa présence était encore perçue comme une logique sous-jacente au château, mais sans forme définie. C'était comme si le système avait perdu son axe de réorganisation. La conséquence la plus profonde de l'effondrement fut la dissolution du récit unique propre au château. Faute d'une version finale et aboutie, aucune ne parvint à s'imposer comme dominante. Il en résulta un état de chevauchement permanent où événements anciens, récents et futurs coexistaient de manière instable. Dans ce contexte, l'enquête sur le meurtre du maire a complètement perdu sa forme initiale, non pas parce qu'elle a été résolue, mais parce qu'elle a cessé d'exister en tant qu'événement isolé. Dans certaines versions, il n'était jamais mort. Dans d'autres, sa mort se répétait à plusieurs reprises dans des circonstances différentes. Dans d'autres encore, il n'était qu'un rôle redistribué entre différents personnages. La vérité en tant que concept unique cessa d'avoir toute applicabilité au sein du château. L'impact à long terme fut silencieux, mais absolu. Le château de Brissac devint un lieu où l'histoire n'était pas consignée, mais réécrite sans cesse, par strates simultanées. Les visiteurs parvenaient rarement à conserver un souvenir cohérent du lieu après leur départ, et ceux qui y restaient suffisamment longtemps commencèrent à percevoir des versions contradictoires de leurs propres souvenirs. Étienne, cependant, devint le seul élément partiellement stable au sein de cette structure brisée. Non par contrôle, mais par incompatibilité. Sa conscience de multiples versions simultanées l'empêcha d'être pleinement réintégré ou effacé. Parfois, il arpentait encore les couloirs, cherchant à reconnaître d'anciens schémas. D'autres fois, il se contentait de regarder le château se réorganiser autour de lui, sans chercher à imposer une cohérence. Il comprenait qu'il n'y avait plus d'enquête possible au sens traditionnel du terme. Seule la coexistence avec l'instabilité était envisageable. Le château, quant à lui, ne parvint jamais à achever un décompte, et cela devint son état permanent. Un système qui a perdu la capacité de choisir une seule version de lui-même. Le meurtre au cœur de cette histoire n'est plus un mystère résolu ou non résolu. Il est devenu l'une des nombreuses versions possibles d'un événement qui ne pourrait jamais être consigné de manière définitive. Et ainsi, le château de Brissac subsista, pas comme une ruine, pas à titre d'ordre, mais comme une erreur continue entre des réalités qui se chevauchent. Et Étienne demeurait en lui, pas en tant que prisonnier, même pas en tant qu'observateur, mais comme témoin permanent de tout ce que le château ne pourrait jamais se résoudre à oublier. Le temps ne s'écoule plus de manière fiable au château de Brissac. Il n'y avait plus de succession claire de jour, ni de séparation nette entre le matin et la nuit. Dans certains couloirs, on sentait encore la lumière de l'aube. Dans d'autres, l'obscurité semblait permanente, comme si le soleil n'y avait jamais brillé. Le château n'était plus limité à un seul étage, mais à tous à la fois. Étienne Valois ne marchait plus comme quelqu'un en quête de réponse. Ses pas étaient plus lents, presque contemplatifs, comme s'il avait appris à reconnaître que chaque décision prise en ce lieu n'activait qu'une version différente d'une même réalité. Parfois, il se retrouvait seul. D'autres fois, il percevait des échos de personnes qui ne devraient plus exister. Marguerite dans un couloir lointain, Pierre dans une posture autoritaire devenue incongrue, Guillaume, simple impression de présence, sans forme définie. Aucune de ces représentations n'était complète. Il s'agissait de fragments de versions possibles, subsistant dans les strates superposées du château. L'espace lui-même semblait respirer de façon erratique. La texture des murs changeait lorsqu'on ne l'observait pas directement. Des pièces apparaissaient là où il n'y avait auparavant aucun passage.
Et pourtant, une étrange continuité émotionnelle persistait, comme si le château avait perdu sa cohérence physique tout en conservant un souvenir diffus de lui-même. Avec le temps, Étienne a compris que lui aussi n'était plus une seule et même version de lui-même. Par moments, il se souvenait de l'enquête initiale avec une clarté absolue. À d'autres moments, il doutait qu'elle ait réellement commencé comme il le croyait. Il y avait des jours où le meurtre du maire lui paraissait lointain, presque insignifiant, et d'autres où tout semblait tourner exclusivement autour de lui. Aucune de ces impressions n'était fausse. Elles étaient simplement incomplètes. Le château de Brissac n'avait pas été détruit. Il était tiraillé entre des possibilités simultanées qui ne pourraient jamais être conciliées. Les quelques documents encore disponibles ne s'inscrivaient pas dans une chronologie unique. Il s'agissait de versions contradictoires d'un même événement, toutes également réelles, dans leur contexte respectif. Aucune n'était prioritaire, et ça a tout changé. L'idée de vérité n'est plus un point fixe. Ce fut un choix momentané fondé sur l'observation. Avec le temps, le château commença à attirer un silence extérieur. Rares étaient les visiteurs qui parvenaient à y rester longtemps. Certains évoquaient un sentiment de dépaysement, comme s'ils étaient observés par des doubles d'eux-mêmes, présents simultanément en différents lieux. D'autres repartaient tout simplement, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Mais le château n'a jamais fermé. Il ne pouvait pas. Parce qu'il ne restait plus aucune version de lui pour conclure. À l'intérieur de cette structure instable, Étienne demeurait, pas comme quelqu'un qui essaie de partir, même pas en essayant de comprendre, mais en tant que conscience qui a appris à coexister entre des versions qui ne s'excluent plus mutuellement. Et parfois, lorsque le château est plus calme ou simplement moins contradictoire, il croit encore entendre des pas dans le couloir principal. Aucun bruit de pas n'apparaît, même pas quelqu'un qui part, mais c'est quelque chose qui cherche encore à décider quelle version de sa propre trajectoire devrait exister. Et dans ce silence fragmenté, le château de Brissac perdure. Pas de date de début fixe, aucune fin possible, rupture de continuité. Le château de Brissac demeure une énigme jamais pleinement résolue, non par manque de réponses, mais parce que ces réponses ne se résument plus à une vérité unique. Chaque couloir, chaque document, chaque fragment de mémoire semble encore faire écho à différentes versions d'un même événement, comme si le temps avait appris à se diviser pour survivre. L'histoire d'Étienne Valois ne s'est pas terminée de façon conventionnelle. Elle continue d'exister par strates, en interprétations qui se chevauchent et se contredisent. Et c'est peut-être précisément ce qui la rend d'autant plus troublante, le sentiment que certaines histoires ne finissent pas. Elles se transforment simplement en l'absence de témoins. À présent, le reflet demeure. Dans quelle mesure une vérité reste-t-elle vraie lorsqu'elle commence à se multiplier en versions incompatibles ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez votre interprétation du destin du château de Brissac et d'Étienne. Quelle version de cette histoire considérez-vous comme la vraie, ou à l'instar du château lui-même, coexistent-elles toutes ? Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains mystères obscurs, histoires vraies et légendes qui restent inexplicables. Et dites-moi dans les commentaires, d'où suivez-vous cette histoire? Parce que peut-être, ailleurs, il existe une autre version de vous-même lisant la même histoire d'une manière complètement différente.